Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien. Heureux de vous retrouver ce lundi 9 novembre où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, vous avez l'habitude, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Mehdi Guillonneau à ma droite nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier la question du jour, le débat avec un bilan des clubs toulousains. Enfin, nous recevrons Alain Carré, président du Colomiers Rugby. Avec nous ce soir, Marek Keta. Bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Timothée Rouvière, bonsoir Timothée. Bonsoir à tous. On prend les mêmes et on recommence. Bonsoir messieurs, même équipe que la semaine dernière. On laisse les vieux de côté, on salue Lucas, on salue Maxime. Maxime et Lucas devraient être de retour dès la semaine prochaine dans Sportez-vous bien. Mais voilà, on laisse les ils vont vieux. nous parler du sport des années 60 tous les deux la semaine prochaine. C'est ça. D'ailleurs j'ai oublié, j'y pense là maintenant en direct, j'ai oublié de dire à Mehdi que vous l'avez imité la semaine dernière. À Maxime. Le coup de la batte de baseball là. Il faut lui dire. Ouais. Est-ce que vous voulez l'imiter encore ce soir? Je me souviens absolument plus de ce que j'ai dit. Donc non, il faut que ça vienne à ce On parlait baseball et politique et Mehdi imite Maxime en disant il faudrait mettre un bon coup de batte de baseball. Je sais plus ce qu'il raconte. Tu sais, tu prends un accent et une voix un peu grave, un peu bof là, et puis c'est Maxime quoi. mais vous savez que je ne cache rien à nos auditeurs. Marek, je vous sens un peu mieux, un peu plus joyeux qu'il y a 5 minutes. Pourquoi on va expliquer aux auditeurs. Alors, je ne sais même plus comment c'est venu. Je crois que c'est vous, Timothée, qui avait dit oui, j'ai regardé malheureusement la samedi. Voilà, et en fait, on s'est tous remémoré malheureusement, les sportifs décédés sur les terrains, pendant les compétitions. Et on sentait Marek qui, petit à petit, se faisait discret, avait un petit peu mal au ventre, était un petit peu blanc. Comment ça va, Marek ? Écoutez, les sujets de conversation morbides en ce moment, si on pouvait éviter. Non, mais c'est sûr que après c'est un sujet intéressant, les sportifs morts dans l'exercice de leur fonction, mais c'est triste quoi. Mais bon, il y a pas parlé d'autre chose là, un peu de positif. Là, ça va mieux là. Je vais me tourner vers Coraline et Kevin. Bonsoir messieurs dames. Coraline, bonsoir. Qui exceptionnellement peut nous chambrer sur la Ligue 2 parce que Pau a gagné 3-0, Toulouse a pris 5 buts, Sochaux a pris 4 buts. Coraline, comment ça va ? Après Pau, c'est sa deuxième victoire si je dis pas de bêtises. Oui. Faut pas s'enflammer non plus, mais on parlera du classement après. On parlera de Pau tout à l'heure dans le débat, le Pau football et le Pau rugby dans le débat où on va faire un bilan de tous les clubs. Je voulais féliciter alors ça sera d'ailleurs, je vous l'apprends, on en a pas parlé, que Lucas Hardic sera sûrement mon tuteur de mémoire. C'est vrai ? Exactement, il a accepté. Il faut qu'on finalise tout ça bien évidemment et lui faire une petite dédicace parce qu'on a une ligue sur un jeu qui s'appelle MPG et qu'il est avant-dernier et que voilà, il nous a vendu sa grosse équipe, etc. avec des joueurs du PSG, mais en fait il est dernier, il est mauvais. Bon voilà, le message est passé. Vous pouvez nous retrouver toute la semaine sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour réécouter les extraits de l'émission de ce soir. Je vois que vous êtes prêts messieurs, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Il y a un coup de tristesse, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de projecteur. Exceptionnellement, il y a un peu de tout ce soir. Je vais me tourner vers vous, Marek Keta, parce que c'est l'actualité chaude, c'est le coup de projecteur sur le Vendée Globe. Et oui, vous êtes sans doute pas passé à côté. C'est le début du Vendée Globe, donc la course qui fait le tour du monde, un tour du monde de 46 000 km à la voile. Oui, je bouge mon stylo. C'est ça. Qui a débuté hier. Voilà, la course devait débuter hier à 13h02, mais elle a finalement, à cause d'un problème de brouillard, la course a débuté à 14h20. Voilà, les skippers sont partis pour la première fois sans public. Crise sanitaire oblige. Donc mais bizarrement, ça donnait un peu une atmosphère un peu mystique au moment là. Ce brouillard comme ça, les adieux, tout, c'était assez prenant. Et donc les skippers sont partis cette année pour une année un peu historique aussi, parce qu'il faut le dire. Cette édition, 9e édition donc, du Vendée Globe, elle va être prometteuse parce que déjà il y a des records qui vont être battus, qui ont été battus. Cette année on a 33 skippers, dont 6 femmes.
C'est un record, il n'y a jamais eu autant de femmes. 33 skippers non plus, c'est un record. La dernière édition en 2016-2017, ils étaient 29. Si je Parce me que trompe c'est pas. tout, vous dites 2016-2017, c'est un peu comme la Coupe du Monde C'est de ça, rugby, de foot et l'Euro, les JO, c'est tous les 4 ans, c'est ce Tous qui les rend 4 ans, ouais. l'événement encore Magique. plus important et plus magique. Ah ouais, c'est complètement magique. Là, rien que le tracé de la compétition, donc on le rappelle, hein, c'est une course qui se fait en solitaire, sans escale et sans assistance surtout. Donc on est livré à soi-même, les skippers sont livrés à eux-mêmes sur un peu plus de 70 jours. Et justement, un record sûrement à battre cette année. Le record, il est en ce moment chez Lecléac, Armand Lecléac, qui est donc vainqueur en titre. 74 jours. 74 tenant jours. du titre avec 74 Voilà, jours. tenant il y a du le titre, record. merci, avec 74 jours, 3 heures, Ça parle des 35 moins- minutes et 46 Ça secondes. parle des moins de 70 là, largement. Ouais, ouais. Ben, il y en a qui d'ailleurs qui n'ont pris leur victoire que pour une soixantaine de jours parce qu'ils sont persuadés que on va descendre en dessous cette année. Et- Mais il y a une raison. En fait, il y a une raison. C'est en raison des foils. Maintenant, je crois qu'on a 19 navires sur 33 qui sont équipés de foils. C'est cette nouvelle technologie qui est apparue il y a 4 ans. Donc, ça ressemble un peu à des ailes d'avion et ça permet. Les bateaux, de voler, ouais. fusent, les bateaux quoi. ils sont C'est- plus sur l'eau et ils sont en l'air. Hein. c'est hyper impressionnant. Et d'ailleurs, vraiment. sur les 8 éditions précédentes, le record du monde, le record de l'épreuve a été battu 7 fois. Il n'y a que la deuxième C'est ça. édition où il n'a pas battu la première édition, mais à chaque fois, On a tous les franchi 4 un ans, cap, ouais. le record est battu. Timothée ça. Rouvière. Moi, je suis content que le Vendée Globe y recommence. C'est vrai que contrairement aux autres éditions, on l'a pas trop vu arriver ce Vendée Globe parce qu'il y a eu le Covid et on n'était pas forcément concentré sur ça. Mais là, on a 33 skippers, des femmes et des hommes, beaucoup de Français. Alors, il n'y a pas forcément les grands navigateurs que la France a connus, que sont François Gabard, Armel Lecléac et Michel Desjoyaux. Mais il y a des petits jeunes qui poussent, qui sont expérimentés. Je pense à Jérémy Bayou notamment, et les vieux briscards, les vieux loups de mer comme Jean Le Cam. Donc c'est vrai que c'est une édition qui est passionnante. Et avec ces foils et les différentes trajectoires qui sont prises par les différents navigateurs, c'est vrai que ça permet de rajouter un petit peu de peps et d'envie et d'intérêt à cette compétition. Vous avez oublié un skipper, Marek Keta, qui joue sur son téléphone un jeu sur le Vendée Globe. Ah, Bon, oui, il est c'est dernier, mais C'est vrai, oui. Voilà, Expliquez-nous. j'ai pas démarré, donc je suis forcément dernier. Non, vous savez. Expliquez-nous. Il a dû faire une ils sont escale avant partis de hier, il a partir. toujours pas démarré. Non, mais Qu'est-ce que c'est bizarrement, c'est un jeu, donc une application sur téléphone qui s'appelle Virtual Regatta et qui en fait permet de participer au Vendée Globe. C'est hyper bien fait. Voilà, vous pouvez vous retrouver à côté de l'Occitane ou de Initiative Cœur. Voilà, en Et toute, c'est des dizaines de milliers de personnes qui jouent à ce jeu. Ouais, c'est là actuellement on est 580 000 je crois, donc c'est assez un demi-million, Ah ouais. c'est quand Oui. même beaucoup quoi. Et vous êtes combien 590, c'est ce qu'on disait. Il a un corps au bar sur le Ouais, quai. c'est ça, ouais, je suis encore sur le chenal. Mais moi, je reviens sur ce que disait Timothée. Moi, mon favori, en tout cas, la personne que j'aimerais bien voir, c'est un gars qui s'appelle Alex Thompson. Il a 46 ans. C'est le type de Hugo Boss là. Il fait un peu. Bah, il est a fait sa- britannique, hein. Oui, il est britannique, Soyons mais- chauvins, j'ai envie de dire. Hein. Soyons chauvins, mais je sais pas. Moi, ce type, il me plaît. Il s'est préparé. Il a fait aucune course préparatoire. Il s'est préparé tout seul de son côté. Voilà, il y a un petit truc avec lui, quoi. Je me tourne vers vous, Timothée Rouvière. Vous avez 2 coups de cœur. On va parler du. Ouais, les deux sont chauds, les deux sont d'actualité, mais je préfère aller vers le rugby. Yoann Huget, qui, chez nos confrères de Canal+, hier, a annoncé qu'il allait prendre sa retraite à la fin de la saison, c'est-à-dire en juin. On l'espère en juin. Ça voudra dire que le Stade Toulousain est en finale du top 14. C'est un peu une surprise, on s'y attendait pas forcément. On est à la fin du tournoi de destination et à la tournée de novembre qui commence. Oui, Yoann Huget qui a 33 ans et qui a annoncé la fin de sa carrière chez nos confrères de Canal+. Alors, il était en fin de contrat avec le Stade Toulousain à la fin de la saison, qui vraisemblablement n'allait pas le prolonger. Ils font plus confiance à des jeunes, je pense à Lucas Tauzin et Mathis Lebel. Yoann Huget, moi je dirais que c'est un homme d'un club avec le Stade Toulousain. Bon, il a fait 2 ans à Agen, il a fait 2 ans à Bayonne où il s'est révélé. Mais après, voilà, il a passé entre 2012 et 2020 8 années au Stade Toulousain. C'est cette grande lignée des 3/4 avec Maxime Médard, avec Vincent Clerc. Donc un petit pincement au cœur, parce que Yoann Huget il fait aussi partie de l'équipe de France. Il a joué 3 Coupes du Monde. Donc la première, on sait que c'était un petit peu un départ manqué parce qu'il y avait eu un manquement au contrôle antidopage. Donc c'était un peu l'invité surprise en 2011. Finalement, il n'a pas pu participer. Vice-champion du monde. Vice-champion du monde en 2011. 2015, malheureusement, il se blesse lors du premier match. Rupture des ligaments croisés, c'était une image terrible. Et en 2019, il a quand même marqué 3 essais.
Donc voilà, c'est un petit coup de projecteur, un petit coup de cœur sur Yann Huget, qui est un joueur qu'on aime bien, qui est un joueur qui joue dans le désordre. Donc c'est mon coup de projecteur sur la carrière de ce joueur qu'on a toujours aimé jouer. Et on espère qu'il restera en tant qu'entraîneur au Stade Toulousain. Kevin Carrière, vous êtes un peu triste aussi de voir le départ de Yoann Huget. Peut-être dommage qu'il n'aille pas dans un club de Pro D2 par exemple, non ? Oui, c'est ça. Il y avait plusieurs clubs déjà qui étaient sur lui, pas forcément en Pro D2, mais en Top 14. Il y avait La Rochelle qui était sur lui, comme il ne garde pas Gabriel Lacroix. Là. Vous devez vous souvenir de cet ailier là, qui s'est blessé à la jambe. Ça fait 2 ans qu'il ne joue plus, qui arrive en fin de contrat. Donc il aurait pu le remplacer. Après, il y avait un petit retour à Bayonne qui était aussi possible. Et donc, il y avait plusieurs possibilités. Mais bon, comme il a annoncé hier, son tendon d'Achille le fait souffrir. Et voilà, il arrive au bout. Il n'arrive plus à récupérer. Il va aller jouer à toucher à 7 avec Maxime et puis voilà. C'est ça. Où il ira à Pamiers, là d'où il vient. Là. Et puis il le disait aussi pareil chez nos confrères de Canal+ sur le Canal Rugby Club qui disait qu'en fait il en avait marre d'avoir les sollicitations tous les 15 jours de tu fais quoi l'année prochaine. Donc il a coupé court à tout ça. Comme ça il va profiter vraiment des 8 derniers mois qui lui restent au niveau professionnel, à haut niveau. Et comme ça c'est peut-être le mieux pour profiter d'une fin de carrière. Je me tourne vers vous Mehdi Guillonneau, parce que s'il y a des coups de cœur, des coups de projecteur, il y aura un coup de gueule tout à l'heure par Marek Keta. Vous, c'est un coup de tristesse sur le français du Grand Prix, enfin de MotoGP, Quartararo. Exactement, l'un des 2 Français, Fabio Quartararo, qui était encore en lice pour le titre de champion du monde, qui l'est encore à 2 Grands Prix de la fin, mais malheureusement ce week-end lors du Grand Prix d'Europe à Valence, il a chuté dès le premier tour et son concurrent principal Johan Mir s'est imposé. D'ailleurs c'est sa première victoire de l'année au championnat du monde. Maintenant il accuse 37 points de retard à 2 Grands Prix de la fin, en sachant que c'est 25 points la victoire, donc ça semble assez compromis. Il y a aussi d'autres raisons, c'est tout simplement que l'ensemble des Yamaha du plateau, elles avancent plus du tout. Je pense que la Saxon Maxime avance plus vite, donc c'est assez catastrophique. Et il n'y a qu'à voir les derniers résultats de Quartararo sur les 4 derniers Grands Prix, c'est 8e, 18e, 9e et donc 14e, et c'est insuffisant de toute façon pour viser le titre de champion du monde. Et à contrario, Mir sur sa Suzuki, c'est 4 podiums sur les 4 dernières courses, dont la dernière gagnée. Est-ce qu'il n'a pas passé l'année ou jamais déjà? Alors il est très jeune, il a le temps, mais est-ce que là on peut dire l'année ou jamais? Les 2-3 favoris ne sont pas là par blessure et par... Il y en a que Marquez. Marquez n'est pas là, blessé, il a manqué beaucoup de Grands Prix et tout. C'était presque l'année ou jamais, même si encore une fois, je le répète, il est jeune et il aura le temps. C'est vrai que c'est l'année ou jamais, mais moi je pense au contraire que la concurrence a réussi à gagner en confiance en fait, avec l'absence de Marc Marquez, et cette confiance retrouvée avec l'absence du je sais pas combien de fois champion du monde Marc Marquez, et ça va donner un peu plus de rivalité l'année prochaine. C'est vrai que Fabio, on a été assez impressionné par ses premières victoires et ses premiers résultats en MotoGP. Après je pense que c'est dès l'année dernière. Là cette année il a remporté sa première victoire et pas qu'une seule. 3 victoires, mais c'est vrai qu'il manque de régularité, la machine n'est pas non plus très fiable comme le disait Mehdi, donc on espère qu'il aura un meilleur véhicule l'année prochaine et qu'il va gagner un petit peu cette confiance qui lui manquait en fin de saison. Il aura une meilleure moto et il aura d'autres chances, tout simplement parce que l'année prochaine il va courir pour l'écurie officielle, puisqu'il prend la place de Valentino Rossi dans l'équipe officielle de Yamaha. Il sera plus dans l'équipe B en gros, il passe dans l'équipe 1, donc il bénéficiera de toutes les nouvelles technologies, etc., de tout, des meilleurs techniciens, etc. Donc ce n'est que le début. Après, même si on voit cette année, d'ailleurs j'en parle, par exemple c'est Suzuki qui va remporter le championnat, qui va sûrement remporter avec un pilote le championnat. C'était plus arrivé depuis l'année 2000 avec Kenny Roberts Jr., et un championnat constructeur aussi il risque de s'imposer, et c'était plus arrivé depuis 1982. Donc il y a un gros renouvellement. Il y a KTM aussi qui arrive, qui est tout nouveau en MotoGP, qui a gagné des Grands Prix, et en fait les mastodontes qui étaient Ducati, Yamaha et Honda marquent le pas. Ducati tient à peu près son rang et encore, mais en fait il y a beaucoup de nouvelles écuries, et c'est ça qui va être passionnant dans les prochaines années. C'est que même Marc Marquez, qui est le meilleur pilote du monde, et ça il n'y a rien à dire, avec une Honda, et risque d'être exactement, en difficulté sa Honda va être peut-être même en dessous des autres, alors qu'avant elle était au même niveau, mais lui il était tellement bon qu'il passait au-dessus. Là elle va peut-être être un peu en dessous, et ça va être hyper serré, parce qu'il y a une nouvelle génération de motards qui arrive, et de pilotes mais qui est assez exceptionnel, Mir, Rins, Morbidelli, Quartararo, il y aura encore Johan Zarco, on n'oublie pas. Exactement. On est d'accord pour dire que Quartararo c'est presque l'année ou jamais.
jamais avec toutes les modifications qu'il va avoir ou pas? Non, pour moi, il prend a encore l'expérience, l'avenir. on est d'accord. Exactement, mais, pour moi, il est encore dans une période d'apprentissage, on en attend beaucoup, et il a gagné 3 Grands Prix. Hein. C'est le Français qui a gagné le plus de Grands Prix dans l'histoire du MotoGP, donc c'est quand même déjà extraordinaire. Et puis encore une fois, il va être sur une Yamaha officielle, donc il va avoir tout pour lui l'année prochaine, et dans les années à venir d'ailleurs, pour pouvoir réussir et pour pouvoir enfin être champion du monde. Timothée Rouvière, pour Oui, finir. juste pour finir, moi je pense qu'on est d'accord avec Mehdi. Quartararo sera champion du monde, alors peut-être pas l'année prochaine, mais c'est un pilote qui est pétri de talent. Il va avoir la moto qui va aller bien, donc pas de souci derrière, mais il faut qu'il gagne un peu en expérience, c'est juste ça qui manque. Très très court juste pour terminer quand même, fin de saison passionnante, même s'il reste d'être champion du monde. Entre le 2e et le 7e au championneur, il y a 8 points d'écart. Ce qui est rien. Donc c'est pour la monstrueux, deuxième, c'est rien du tout quand c'est à 25 points la victoire, Ouais. même pour la 2e place, c'est assez énorme. Ça va être monstrueux. Je retourne vers Marek Keta. Je vais aller vers Marek Keta parce que là c'est un coup de gueule et après comme ça on terminera par un coup de cœur de Timothée Rouvière qui est je crois en lien avec Mehdi Liono et même un petit peu toute l'équipe de Sportez-vous bien. C'est un coup de cœur alors que finalement c'est un coup de gueule alors que c'était un coup de cœur il y a quoi, un mois. On va partir en Angleterre, on va partir en Premier League et c'est un coup de gueule sur Arsenal, défait encore hier soir à la maison, 3-0 par Aston Villa. Catastrophe hier. Quel visionnaire. Emirates. Ouais, voilà. Je me désolidarise pas de ce que j'avais dit il y a un mois pour mon premier coup de cœur de la saison parce que je crois toujours quand même à Arteta, mais c'est vrai que on a de sérieux doutes à voir compte tenu de la performance d'hier, quoi. Donc un 3-0 contre Aston Villa. À la maison, contre un joueur Barclay qui a fait un super match qu'on aurait pu choper cet été. Et puis le joueur préféré de Maxime Rossard, Jack Grealish, qui est tous les soirs au pub avec 4 pintes dans le gosier. Avec modération. Et qui est un des meilleurs joueurs. Oui, excusez-moi, avec modération. Ligue, ouais. Et qui est un des meilleurs joueurs de première ligue. Ouais, phénoménal. À Bon, bref, l'ancienne. voilà, donc Arsenal qui est complètement désuni. On sent que le dispositif là marche pas. Aubameyang ne s'y retrouve pas. Il faudrait qu'il revienne un peu dans l'axe. En fait, la victoire à Old Trafford pour la première fois depuis Ils ont 2006. gagné à Manchester, quand même. Ils ont gagné à Oui, ils ont Manchester. gagné à En fait, ça Manchester, minimise mais- tout en fait, non? Mais Et il y a 3 victoires en Ligue Europa. Faut ils sont arrêter premiers de du groupe aussi. dramatiser. Oui, mais- Dramatisons pas, c'est une Timothée défaite Rouvière. lourde, 3-0 contre Aston Villa, mais au vu de ce qu'a montré Arsenal depuis le début de saison et surtout la victoire contre United, je pense que c'est simplement un accident de parcours. Mais Moi, j'espère, je dis j'espère. le dégoût Mais de Marek Keta sans juste le pari sportif, c'est tout. Il y a que ça, Est-ce qu'il c'est y a- juste ça. Est-ce qu'il y a un pari Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un pari Mais derrière même pas, non mais Marek même pas, c'est juste que là hier on a En fait, même sur le match il a mis 10 euros sur Arsenal champion. Non, mais il c'est voit ça, que ouais. ça prend- il voit qu'il y a du plomb dans l'aile. non mais là, on va il- pas dire que ok on a battu United mais on va pas dire que c'est un grand United non plus contre lequel on a donc, voilà mais après c'est surtout que là Arteta doit se remettre en question. Il l'a dit d'ailleurs à la presse anglaise, le dispositif est à revoir. Saka est amené à faire un coup piston gauche, un coup ailier, un coup attendez il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Heureusement Partey lui s'est très bien adapté à la première ligue. Malheureusement il s'est blessé mais il faut construire un milieu solide autour de lui. Et ensuite, on verra peut-être Arsenal faire la saison dont on rêve. Après, pour défendre Arsenal et puis pour défendre tous les gros clubs européens de football, et ça marche pour tous les autres clubs, le PSG n'a pas le rendement, Manchester City n'a pas le rendement, Manchester United n'a pas le rendement, Oui, oui. Arsenal Sochaux n'a n'a pas le pas le rendement, rendement. Sochaux tous les grands clubs, Sochaux Non, n'a c'est pas vrai. le rendement, le Barça, le Real n'ont pas le rendement qu'on ouais. attend, ce qui est normal, même la Juve qui est loin Oui. derrière. Ils sont Même pas le là où Bayern ils qui a eu un devraient peu de mal aussi. le Bayern commence à marquer le pas, C'est c'est ça, normal, on ça est- fait 3 mois qu'ils jouent tous les 3 jours les joueurs et en plus ils ont Il y a des matchs ça. internationaux qui arrivent dès mercredi par exemple pour l'équipe de France contre la Finlande. Il y a ça, et puis on l'évoque très souvent aussi dans l'émission, mais c'est que le sport est fait de cycles et que là, c'est vrai qu'on arrive à un moment où tout est un peu en train de se renouveler. Bon, en première ligue aussi, les équipes du Big 6 sont en train de devenir les équipes du Big 10, j'ai l'impression, tellement d'équipes sont performantes. Il y a 12 équipes qui peuvent être championnes Voilà, d'Angleterre. donc c'est- mais voilà, le sport est fait de cycles, on est en pleine phase de transition, c'est comme ça. Je me tourne vers vous Timothée Rouvière pour conclure, pour terminer les coups de cœur et les coups de gueule. Coup de cœur sur Gaudu, on va parler de cyclisme. On en avait déjà parlé la semaine La semaine dernière, dernière, on c'était va faire déjà un petit mot. mon coup de cœur et un petit mot là-dessus. Deuxième victoire d'étape sur la Vuelta pour David Gaudu. Alors, il a juste couru très très intelligemment, où il est parti dans l'échappée, il a remonté tout le monde avec Guillaume Martin, et après il a déposé tout le monde. Bon, de toute façon, je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, mais David Gaudu qui sort d'un Tour de France compliqué, qui a perdu quand même, qui espérait jouer qui devait être le lieutenant en montagne de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot a abandonné, David Gaudu n'a pas pu jouer le général, mais ensuite c'est 2 victoires d'étape, donc
On espère, et moi j'attends Et 8ème vraiment... place au général. Voilà, top 10. 8ème place au général, et moi j'attends vraiment de le voir en tant que leader sur un grand tour parce que c'est un jeune qui est performant, parce que c'est un jeune qui amène de la fraîcheur, et ça fait partie de cette très belle génération de cyclistes français, au même titre que Romain Bardet, Thibaut Pinot, Warren Barguil, qui sont des grimpeurs ou d'autres un peu plus. Juste celui qui a quand même filé la victoire, c'est Bruno Armirail qui a roulé comme un Oui, fou comme lui aussi. et qui est un régional qui est de Bagnères de Bigorre, donc un petit quand même cocorico pour la région l'ancienne région Midi-Pyrénées. Voilà, c'est Bruno Armirail, il lui doit beaucoup David Gaudu. C'est la fin de saison pour le cyclisme, hein. Enfin pour les très très grosses classiques et les grands tours, c'est terminé. Rendez-vous mois de février-mars pour le retour du circuit de cyclisme, et je compte sur vous, je compte sur Mehdi Guillonneau et peut-être Lucas même de temps en temps pour parler souvent de cyclisme. Merci messieurs, on va pouvoir passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. Le match, on avait parlé sur le match de lundi dernier en Ligue 2 BKT entre Amiens et Toulouse. Le score final, Toulouse s'est imposé 1-0. Écoutez ce qui s'était dit. Marek Keta, 1-0. Timothée, 2-1 pour Toulouse. Kevin, 1 partout. Mehdi, Non, pas mieux, un partout. Ouais. Coraline. 1-0 pour Toulouse. Et moi je vois une victoire large de Toulouse, je 3-1. Beaucoup de personnes ont réussi, beaucoup de personnes ont trouvé le bon score. C'est simple, tout le monde sauf Mehdi et Kevin. Félicitations messieurs pour le match nul 1 partout qui n'a pas eu lieu. Mais par contre, Coraline et Marek ont trouvé le 1-0. Félicitations. Une réaction, Marek? Beaucoup d'émotions, j'imagine. Beaucoup. Non, mais très content de voir. Félicitations Mike, mais alors lui, Bon, après, il a mis un 3-0, 3-1, victoire large. J'ai mis 3-1. Alors qu'on était bien plus proche, du 1 partout Ah, ça y est. que du Ah, ça y 1-0. est. Non, mais Et il va marquer plus de points lui. Eh ben, je C'est marque un un point. escroc. Je C'est marque un un point escroc. parce que Vous êtes un escroc, Jean Sureda. C'est un malin. On joue, d'ailleurs je salue un petit peu comme tous les lundis mon parrain qui nous écoute. Nous sommes sur un site de paris gratuit où c'est une petite compétition, on est 10. C'est pareil, quand on met 4-0 et qu'il y a 1-0 et D'ailleurs, finalement qu'on rappelez-moi, a mis vous un êtes partout, combien? je suis 7ème sur 10. Et moi? Bon, on passe à la suite. Vous êtes deuxième, il faut le dire, vous êtes deuxième à un point Non, je plaisante. du premier. Mais voilà, c'est pareil. Donc ne soyez pas jaloux de mon talent. Je suis très fort, je suis un beau parieur et voilà. De toute façon, il réussira mieux sur le rugby, dont on va parler, puisqu'il est spécialiste rugby, Jean Sureda. C'est parti, on va parler du derby. Et là, je pense que Coraline va prendre la parole. Coraline est stressée. Le derby, le choc de Sportez-vous bien entre la section paloise et le Stade Toulousain, c'est samedi prochain à 15h15 sur Canal+. Un derby, vous allez faire arracher les cheveux à Corinne. Je sais pas si on peut considérer ça comme un derby. C'est plutôt Bayonne pour Pau. Ouais. Exactement. Ouais, Et Toulouse, c'est derby, Castres, pareil. voire Montauban à ça. l'époque. C'est ça. Donc Pau 7ème affronte Toulouse 4ème. C'est deux équipes qui sont sur des pentes assez descendantes sur les dernières journées, puisque Pau a perdu largement à Clermont 50-29, a perdu face à La Rochelle et a aussi perdu, même si c'était plus serré, il y a un bon bonus défensif face au Racing. On a aussi Toulouse qui a perdu qui a perdu ses 3 derniers, qui a un match nul et 2 défaites sur les 3 derniers matchs, même s'il leur manque les internationaux. Le dernier en date, c'est le 16 partout face à Castres. Il y avait aussi une défaite à la maison face à Lyon et une défaite au Stade Français. Donc voilà, un match, on va dire, du Sud-Ouest avec 2 équipes un petit peu mal en point. Voilà, on espère quand même que le Stade Toulousain, quand même, parce que nous on est à Toulouse, se remettra un peu sur la bonne pente, parce que malgré la 4ème place, il y a beaucoup de matchs d'avance et bon, on peut très vite glisser au classement, ça peut aller très vite. Coraline, quand le Stade Toulousain est au complet, il n'y a pas photo. C'est ce que j'allais dire justement. Mais c'est peut-être le Toulouse, moment en ou fait, jamais de battre le Stade Toulousain. Exactement, Toulouse n'est pas au complet. On a vu que Pau justement a su mettre en difficulté le Racing, justement parce que le Racing, il leur manquait plein de joueurs. Donc justement, nous Pau, on n'a pas de sélectionné. C'est une chance justement dans ces cas-là. Non mais il faut le dire, pour des équipes comme Pau justement. C'est le moment de prendre les points. Et d'ailleurs l'année dernière, lors de cette même trêve internationale, je crois que c'était pendant la Coupe du Monde, vous avez battu Clermont. On avait battu Clermont à Clermont. Pau avait battu parce que c'était pas Toulouse, parce qu'il n'y avait pas eu 70 points contre Toulouse, un truc comme ça. Non, 80. C'était il y a 80. Ouais. C'était 80, c'était l'année du titre, je crois. C'était l'année du titre. Ouais, c'était à Toulouse, il me Je suis semble. mauvaise langue. C'était à Toulouse. Je sais plus. Ça avait été le lundi, je crois que vous n'étiez pas bien. Non, j'étais pas bien. Vous n'étiez pas bien. On va pouvoir parler des pronostics. Section paloise, Stade Toulousain. On va commencer avec Coraline. Bon, je vois une victoire paloise. 30-23. 30-23. Kevin. 18-22.
18-22. Donc pour le Stade Toulousain, on est d'accord. Oui. Marek. Moi, 21-15 pour le Stade Toulousain. Donc 15-21. Merci de mettre dans 15, l'ordre, 21. messieurs, s'il vous plaît. Oh. Timothée. 31-9. 31-9 pour Ah, Pau. toujours des gros Mais scores. non, pour Toulouse. Mais Ah oui, non, mais. Soit Oh, c'est j'ai- des petits scores, Timothée, Oh là soit là, c'est des j'ai eu trucs. peur. J'ai peur. Mehdi. 32-20 pour Pau. 32-20 pour Pau. 30 points. Moi, Ah oui. je vois un 18 pour Pau et un 20 pour Toulouse. Je vois le bonus défensif quand même pour la section, mais j'y crois pas trop. Hein, J'annonce que si Pau gagne, on démarre l'émission lundi Avec la prochain avec musique- la Wignada. Eh ben, c'est vendu. Si Pau gagne, eh ben, on mettra la musique de la section paloise pour le début de l'émission. Merci, messieurs. On va pouvoir passer à la question du jour. Sportez-vous bien? La question du jour. La question du jour, j'en ai exceptionnellement deux. Alors, je vais pas garantir les deux. Bon, à la limite, je la garderai pour la prochaine. La première, elle est très très simple. Mais c'est pour ça que j'en ai prévu deux, parce que je pense que vous allez vite trouver. Qui est Titouan Lamazou? C'est un skipper. C'est le premier La qui a gagné le maison, Vendée Globe. Titouan, la maison. Ah, voilà, Ouais. voilà. Je voulais offrir un point Bah oui. gratuitement. Non, mais- Marek qui dort. Mais je voulais. En fait, J'avais- Il y en a un qui joue, qui est un Mais spécialiste j'avais- du Vendée Globe à ma gauche, et l'autre qui suit ça et qui joue même, Mais qui fait le Vendée j'ai Globe. Il y en même a pas pas eu un le qui temps répond de dessus. Mais non, mais réfléchir. il nous parle des mecs, on connaît pas du tout, et le premier, ils vont pas le. J'ai même pas eu le temps de réfléchir. alors. c'est Non, mais- exactement. Je vais Moi, être- j'y connais rien, moi. Même, vous mettez une barque dans une piscine, je coule. Les gars, quand même. Je vais être honnête avec les auditeurs. J'ai préparé une deuxième question parce que je me suis dit celle-là. Non, mais En fait, je ouais. voulais juste être fourbe. Je voulais être fourbe. Je voulais voir si vous préparez vraiment les bah coups oui. de cœur et les coups de gueule. Ils Rien de préparent rien, personnel. les Mais deux rien- Charlot, là. Je l'ai lu ce matin. Rien de personnel contre vous, bien Au bout de entendu. 109 Mais jours, je me il a suis gagné. dit, on va tester les chroniqueurs parce qu'ils parlent des coups de cœur, ils parlent des coups de gueule, ils présentent avez bien raison, les hein. sujets à chaque fois sur les coups de cœur et les coups de gueule Bah pour oui. les auditeurs et pour ceux qui nous regardent sur YouTube et toute la semaine sur Facebook, Twitter et Instagram. Mais je me suis dit, c'est maintenant, c'est là où il faut que j'aille. Mais les chercher. ils ont des mecs qui écrivent pour eux, les deux. là. Non, c'est mais ça, non, oui. mais non, mais non, mais non. C'est ça. Mais Non, voilà, mais- et un regard de côté, un espace Laissez-les d'inattention. parler, ils sont jaloux. C'est vrai que Mehdi a Laissez-les dégainé parler. là. Attendez, Lucky Luke là. Bon, maintenant, on va partir sur une deuxième question qui est un peu plus complexe hein, quand même. C'est la même question hein, dans l'idée, qui est Lucio Fanti. Ouh, ça sonne foot ça, non? Pas du tout. Ça sonne italien déjà. Et là, Lucio Fonti. C'est toujours de la barque, ça? et C'est là, je suis toujours de tranquille. la... Pas du tout. Ça Est-ce sonne qu'on italien. est sur un sport. Italien, non, il est français. C'est un sportif professionnel. Français né à. Non, il est français. C'est un sportif professionnel. C'est un sportif professionnel? Non. Ah. Voilà, d'accord. Voilà. C'est C'est un parti. C'est entraîneur. encore un arbitre? C'est encore Ce n'est un pas un entraîneur? arbitre, ce n'est pas un entraîneur. Ah, mais je suis serein. Mais alors là. Est-ce que c'est un dirigeant de club? Il est 26. Un président? Et 50 Un président secondes. ou un dirigeant? Du tout. Bah, il est. Pourquoi il nous en parle en fait? Bah oui, c'est la question. Coraline C'est et votre Kevin, cousin, vous allez peut-être, créer quelque non chose. Mon cousin, voilà. Est-ce qu'il a créé quelque chose? Il a créé quelque chose. Oui, on peut dire qu'il a créé quelque chose. Oui. Que c'est un Ça a inventeur été alors. le premier à C'est avoir un, fait quelque chose. un inventeur n'est pas le mot. Mais enfin, Un ingénieur, dans peut-être. l'idée, un ingénieur, non. Dans l'idée, il a inventé quelque chose, mais c'est En pas France? vraiment- En France, oui. À propos Dans- C'est de- toujours dans en le lien avec foot, le Vendée est-ce que Globe c'est à justement Non. Est-ce que c'est à propos d'un sport individuel? Oui. Très bien. Il Ah, a, c'est de il a inventé l'athlétisme. une technologie? Une technologie? Oui. Non. Un Ah, sport? Un sport? Non. Une discipline? Une discipline? Non plus. Une compétition sportive? Un Une objet? compétition sportive? Non. Un objet? Oui, c'est un objet, oui. Il a inventé un objet? Donc une Oui. technologie alors. Il a inventé un objet. Est-ce que c'est il le est sifflet par-dessus. d'arbitre? C'est génial. Les cartons? C'est pas encore les cartons dans le Sachant rugby? que toujours pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on met le classement des questions du jour et des pronostics, et à chaque fois qu'ils ne trouvent pas, je marque un point. Donc j'ai déjà marqué un point la semaine dernière. C'est l'inventeur des cartons, mais dans le rugby. Bonne. Non, pas du tout. Est-ce que Pas du tout. son nom a été donné à l'objet en question ou... Le nom de famille, oui. C'est quoi son nom? Fonti? C'est Fanti. Fanti. F-A-N-T-I. Fanti. Fanti. Il vous reste 2 Qu'est-ce qui minutes, s'appelle messieurs. Mais qu'est-ce qui nous a sorti Ah là 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 là, là c'est la. Mais en plus, non, je dis rien. Je suis tellement content de vous piéger. Je suis fier. Je crois que. Mais donner un indice. Je crois sincèrement que c'est la c'est meilleure trop difficile. question. C'est un sport depuis- individuel. Est-ce Ouais. que c'est de l'athlétisme? Fanti. Athlétisme, non. Est-ce que c'est la Est-ce que natation? c'est un sport de raquette? Est-ce que ce sport est Sport au de JO? raquette. Sport de raquette? Sport de raquette et sport de JO. Celui qui a inventé la badminton. raquette de tennis. Du Badminton. ping-pong. Du ping-pong. allez. Ping-pong, non. Badminton, non. Donc, Tennis. Du Tennis. Voilà. Ok, il a inventé les... Il a inventé la chaise où Le se Hawkeye. pose l'arbitre dessus. Pas du tout. Il a inventé le Hawkeye. La Non. vidéo, quoi, dans le Non, tennis. du tout.
Il vous reste 20 secondes, messieurs. C'est lui qui a. Ah oui, Il a peut-être. inventé les fils de C'est la lui raquette. qui a instauré pour la première fois le système de comptage de points au tennis. Ah, pas du tout. Yes. Allez. C'est lui Mais qui a- Fanti, bah, c'est- c'est quoi ce qui s'appelle Fanti au tennis? C'est le premier joueur de tennis français. Non, du tout. Non, c'est un objet. Ah non, du c'est tout. un objet. Du tout. C'est Et lui qui a donné attention. son nom à un sponsor, le premier sponsor. L'inventeur non, des pas balles. du tout. Des balles C'est- jaunes. non, c'est terminé, messieurs. Et en fait, vous savez que je pose toujours des questions d'actualité. Hier, Ah, Master 1000. Danil Medvedev a remporté le Paris-Bercy. Et je c'est sais. tout simplement le créateur du Ouais, trophée du trophée. du Paris-Bercy. Ah, j'ai On pensé. Là, a oublié les trophées. Oh là là il là l'a là. fait souvent en plus. Ah, Ah, là, là, yes. là, là. Non, mais bientôt, il va nous poser la question. Jean-Luc Saint-Chouin. Et en fait, c'est le créateur du bouclier de série 4 au rugby. Non, mais sans déconner, quoi. Elle est bien Le ma quatrième question. série au rugby. Elle est très très bien ma question. Oh non. Créée en 1991, donc ça a été le trophée de 1991 à 2006. Ensuite, c'est revenu en 2012 parce que de 2006 à 2012, c'était un autre trophée. Et donc, c'est l'arbre de Fanti où en fait, le tronc, c'est le nom du vainqueur. Donc, pour hier, c'est Danil Medvedev. Et en fait, après, toutes les branches, en fonction des finales, demi-finales, vous êtes plus ou moins proche du tronc. Et donc, ça fait un arbre, ça fait un petit arbuste où vous remportez, bien évidemment, ce trophée. Dès Oui, que donc vous les gagnez. Français, ils sont hors de l'arbre, c'est ça? Et non, du tout. Par exemple, C'est les fruits, c'est les fruits. le Non, mais dernier- cette année, en l'occurrence. Grosjean en a gagné 2 et Tsonga en a gagné 1 et mon fils a fait 2 finales, Tsonga a fait une autre finale derrière, donc voilà, il y a quand même des Français qui gagnent. Je vous cache pas que j'avais préparé le palmarès, mais vu le timing je me suis dit on n'aura pas le temps parce que le palmarès du Master 1000 il est très intéressant vu que c'est une fin d'année. Il y a des surprises. Il y a Ah beaucoup, oui, il y a d'accord. beaucoup de surprises, par exemple Krajinovic. par exemple, Krajinovic, Sok, oui. l'américain Jack, Sok qui a gagné il y a oui. 3-4 ans, Oui. voilà, qui est maintenant inconnu Sorti du quasiment au chapeau, bataillon ouais. et qui Oui. est sorti du circuit presque ATP, enfin du moins le proche du classement, du plus haut classement. Donc voilà, je suis très fier de ma question. Vous marquez quand même un point, Mehdi, pour avoir été prêt mentalement à répondre à la question. Vous avez battu Timothée et Marek, et moi je marque un point également parce que vous n'avez pas trouvé. Merci messieurs, nous on se retrouve dans moins de 3 minutes avec le débat. À tout de suite.
Portez-vous bien. Le débat. Début novembre, l'occasion pour nous de faire un petit bilan de ce qu'on peut qualifier comme la fin du début de saison. Où en est le TFC ? Comment se comporte le Stade Toulousain ? Le Phénix et Colomiers confirment-ils cette saison ? Focus sur les clubs toulousains ce soir. Messieurs, pas vraiment de questions, mais vraiment comme l'intitulé du débat, plus un bilan. On va commencer par le foot. C'est l'avantage d'être... ici, du côté de Toulouse, c'est que les 3 clubs régionaux sont dans la même division, donc ça va être très simple de parler. Le TFC, après un mauvais début de saison, s'est réveillé, est 9e du championnat avec 15 points, est très proche des 2-3 premières places. Un peu plus compliqué pour Pau et Rodez. On va d'abord parler du TEF. Tout naturellement, je me tourne vers Mehdi Guillonneau. On est d'accord qu'après un mauvais départ, il faut le dire, 1 point sur 9, Toulouse revit, enfin je sais même pas si c'est le terme, mais Toulouse revit. Toulouse, malgré l'accident de ce week-end, Toulouse se porte bien en Ligue 2. Ben ouais, tout simplement, ils avaient commencé par 2 défaites et 2 matchs nuls. Après, c'était un effectif qui était très perturbé puisqu'il y a eu un changement de propriétaire. Il y a eu un énorme renouvellement de joueurs. Il y a 70% à peu près. Ouais, il y a eu beaucoup plus d'une dizaine de joueurs qui sont partis et donc qui sont plus là, donc il fallait que ça se mette en place. Et comme par hasard, dès que le mercato a été terminé, c'est-à-dire début octobre, le TFC a beaucoup mieux tourné, trouve un rythme de croisière, même si ce week-end, effectivement, il y a eu un match un peu dingue face à Valenciennes, mais qui fera peut-être pas de mal pour un petit retour sur terre. Parce qu'on en avait beaucoup fait après la prestation à Amiens, et notamment une première mi-temps digne, à mon avis, du top 10 même de Ligue 1. On voit même pas ça en Ligue 1, c'était vraiment très 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 bien. Mais alors voilà, derrière le match de Valenciennes était assez catastrophique. Défaite 5-4 défaite 5-4 et c'est surtout qu'on retrouve un peu notre TFC des années précédentes puisque un record historique et assez négatif puisque Geoffrey Cuffo, latéral droit de 32 ans qui a mis 2 buts en carrière, le capitaine de Valenciennes, il nous a mis 4 buts tout simplement. Donc un défenseur latéral droit nous met 4 buts. Non mais voilà, je pense qu'on va trouver un petit rythme de croisière. On luttera jusqu'à la fin pour la montée. Je ne sais pas si on montera. On ne sera pas loin des barrages, ça c'est sûr. Donc de la 5e place. Les 5 premiers. Exactement, les 5 premiers. Enfin, les 3, 4, 5e qui peuvent jouer les barrages. On sera pas loin de tout ça. Et puis voilà, on verra ça. L'effectif se met en place petit à petit. Et puis voilà, tout va bien. Timothée Rovire, vous êtes d'accord avec ça ? Le TFC va être là, va être au rendez-vous. On peut même parler au présent. Toulouse ne déçoit pas finalement dans ce début de saison. On pouvait avoir peur et je le cache pas, moi le premier. Toulouse a déçu parce que c'est vrai qu'ils ont souvent fait le yo-yo entre la Ligue 1, la Ligue 2. Ils étaient à la limite de descendre en Ligue 2 pendant longtemps. On ne savait pas comment ils allaient réagir. Il y a des nouveaux joueurs qui sont venus, nouvel entraîneur, nouveau président. Ça a été compliqué. Moi, je vous le cache pas aussi, comme vous, j'étais assez inquiet avec les premiers résultats. Mais Toulouse s'est mis tranquillement en place. Oui, je pense qu'ils vont... mais moi, je suis même quasiment sûr qu'ils vont monter parce que c'est une équipe qui monte crescendo petit à petit. Et il y aura peut-être 1 ou 2 renforts au mercato hivernal. Et ils sont sur une bonne série. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué ce week-end. Mais non, c'est une équipe plaisante à avoir joué. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu du côté de Toulouse. Marek Keta. Oui, ce qui ne change pas, c'est que le TFC est toujours moqué sur les réseaux sociaux. Voilà, ils n'ont pas hésité après ce doublé du latéral droit de Valenciennes. Quadruplé, c'est vrai, quadruplé, voilà. Mais je pense qu'on peut qualifier ça d'un accident de parcours sur la petite route qu'a pris Toulouse là, depuis le début de saison. Et c'est vrai que, voilà, comme le rappelait Mehdi, le TEF a quand même un petit rythme de croisière et je pense qu'on ira, sans aucun doute, au moins jusqu'au barrage. Ça, pour terminer sur le TFC, Kevin, vous êtes d'accord avec ça ? Le TFC sera au rendez-vous. C'est quand même très compliqué. Ça devient de plus en plus rare que le relégué monte tout de suite. C'est arrivé à Reims et à Metz, mais maintenant, ça n'arrive quasiment plus. Donc, Toulouse ferait une énorme performance. Oui, après le recrutement a été fait le TFC est l'un des plus gros budgets de Ligue 2 déjà. C'est le plus gros budget. Le plus gros budget de Ligue 2 et après il y a eu des recrutements à des postes clés. Je pense à Stijn Spearings, 6 qui fait du très bon travail, qui nous manquait un peu, qui a remplacé Sangaré, qui fait très bien son travail. Et puis Daver Machado, très intéressant sur son côté. Et voilà, l'effectif paraît prêt pour jouer la montée en tout cas. S'il y a le TFC qui veut espérer un barrage, c'est-à-dire finir 3e, 4e et 5e, parce que le premier et le deuxième montent directement en Ligue 2, il y a 2 clubs qui veulent ne pas avoir le barrage, c'est-à-dire finir 18e, et pour autant Rodez est 18e, Pau est 17e avec le même nombre de points, mais à la différence de but c'est Rodez, c'est Pau et Rodez. Mehdi, on est d'accord pour dire que c'est presque logique, Rodez c'est la 2e saison en Ligue 2, parce qu'ils étaient promus l'année dernière, c'est toujours la saison la plus compliquée. Par contre Pau, c'est une découverte du monde professionnel
professionnel, c'est même pas de la Ligue 2, c'est du monde professionnel, un peu compliqué, mais on pouvait s'y attendre pour ces deux clubs. Il n'y a franchement aucune surprise que ces deux clubs allaient se battre pour le maintien. Comme vous l'avez dit, Rodez, c'est une saison de confirmation, et en Ligue 2, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que la première année, il y a même souvent des petits clubs, c'est arrivé à Amiens, c'est arrivé à d'autres qui jouent la montée, qui montent, et Viantonon-Gaillard, ça fait des montées un peu bizarres, et puis après les clubs redégringolent d'ailleurs. Il vaut peut-être mieux ce que fait Rodez actuellement, et voilà, donc l'année dernière ils ont fait juste une saison solide, voilà, en arrivant en Ligue 2, ils ont surpris un tout petit peu, et puis là ils vont faire une saison un peu ric-rac à se battre, à essayer de gratter des points à la maison, et puis bon, vous me direz, même à l'extérieur en Ligue 2 ça peut le faire. Et alors pour Pau, effectivement, quand on a vu en plus le recrutement en début d'année, bon, c'était pas fantastique de toute façon, les joueurs recrutés, donc voilà, ils vont se battre jusqu'au bout avec Chambly, avec Châteauroux, avec Ajaccio qui est pas dans une bonne saison, peut-être Nancy, voire même Amiens qui est pas bon, Dunkerque qui pourrait baisser aussi au classement, même si je pense qu'ils sont un peu au-dessus, les promus. Donc voilà, ça va se battre à 4-5 clubs, et la meilleure place à prendre, ça sera la 17e, même si la 18e, bon, mais ça passera. À mon avis, si Pau finit 18e, ils sont contents, même de jouer un barrage. On va continuer de parler de Toulouse et de Pau, mais là, par contre, on va changer de sport. Alors, c'est le match de samedi, justement, entre la section paloise et le Stade Toulousain. On vient d'en parler dans le Zoom de la semaine. On vient de pronostiquer sur ce match. On va laisser Colomiers en Pro D2 de côté. Pourquoi ? Parce que notre invité, Alain Carré, le président du Colomiers Rugby, va nous en parler, bien évidemment, du club de Colomiers. Mais on va rester sur Toulouse et Pau. Est-ce que Toulouse n'est pas miraculeusement 4e ? Les mots sont forts, mais quand on voit... Non, mais j'entends par le fait de rester 4e alors qu'il y a 3 matchs sans victoire, 3 matchs sans points, etc. Moi, je trouve pas. Pour moi, le Stade Toulousain fait une démonstration de force depuis le début de la saison. Quand ils sont au complet, bien évidemment. Quand ils sont au complet, bien évidemment. Ils ont été pendant longtemps en tête. C'est une équipe qui a pas trop de soucis, qui a recruté, mais intelligemment, où il n'y a pas d'énormes chamboulements au sein de l'effectif. Non, donc oui, il y a eu 2 défaites et un match nul sur les 3 derniers matchs, mais non, 4e c'est à leur place, et je pense vraiment qu'ils vont rebondir contre Pau qui... Moi je trouve que le classement de Pau est un peu surestimé, je sais pas ce qu'ils font là, vraiment, hein, avec tout le respect que j'ai pour Pau. Mais ils ont joué 8 matchs comme le Stade Toulousain, donc c'est 2 équipes au classement surestimé. Ah oui, c'est ce que c'est. Même le Stade Toulousain. Il y a Coraline qui Non, mais juste en fait, le classement ne veut pas dire grand-chose. Pau et Toulouse, justement, sont les seules équipes à avoir joué tous leurs matchs. Mais oui. Donc ça veut rien dire en fait. Toulouse, on est en début de saison, Pau, les classements sont vachement serrés. La vraie place de Pau, c'est quoi ? C'est 11e, 12e. Et de Toulouse, en ce moment, c'est plus 9, 10e que 4e. Oui, en ce moment, mais avec tous les joueurs au complet. Ah oui. Mais c'est toujours pareil, avec les fenêtres internationales, on sait très bien que le Stade Toulousain souffre. Le Racing souffre. Exactement, voilà. ils vont lutter jusqu'au bout pour faire pour être dans le top 6 avec tous les doublons qu'il y a, le Stade Toulousain, et ça sera très bien déjà d'être dans les 6, mais là actuellement, Toulouse, si tous les autres derrière, même ils gagnent un match sur 2, etc., Toulouse n'est que 9e, 8, 9, 10e au classement. Donc c'est pas si bon que ça, c'est un peu en trompe-l'œil, quoi. Pau devrait accrocher le maintien cette saison en top 14. Grâce à Agen. Et Castres, pas le match. Oui, et Castres et Toulouse devraient se qualifier pour les barrages. Toulouse, on est quasiment sûr. Castres, point d'interrogation, messieurs. Castres, je pense pas. Pour moi, Castres est un petit peu sur le déclin depuis 2-3 Depuis ans. le départ d'Urios. Depuis le départ d'Urios, avec des cadres un peu vieillissants. Je pense à Rodrigo Capo Ortega, je pense à Rui Cocotte. Ils n'ont pas fait un gros recrutement. Donc, non, pour moi, il y a une telle densité au sein des clubs du top 14 que Castres va passer à la trappe. Il y a le handball également. Un petit mot sur le Phoenix. 10e, 4 points, mauvais départ avec 2 défaites. Ils ont joué les très gros, ils ont joué les très 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 gros. Ils ont un calendrier Tremblay et Limoges qui devrait leur permettre de retrouver des places, les places qu'ils méritent, c'est-à-dire au moins les 6 premiers. Oui, c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour le Phoenix, comme vous l'avez dit, ils ont joué avec la Coupe d'Europe, des très gros clubs. Ils ont la Coupe d'Europe aussi, ça joue aussi, et il n'y a pas une énorme profondeur de banc, donc il faut quand même renouveler l'effectif et faut faire jouer des joueurs qui n'ont pas forcément... alors je vais pas dire le niveau, mais l'expérience, et on espère que ça va remonter, parce que Toulouse compte dans le paysage du basket du handball français, et ça devrait remonter, donc voilà. Et on salue également les Spacers, 5e du championnat, qui réalisent eux un très 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 bon début de saison, 4 victoires, 1 défaite. Ils vont jouer contre Cambrai et contre Cannes dans les jours à venir. Merci messieurs, on va pouvoir passer à notre invité. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est une figure du paysage du rugby de la région. Alain Carré est le président du Colomiers Rugby et de l'association de tous les présidents des clubs pro, et nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien. Merci beaucoup parce qu'on va tout dire aux auditeurs. Moi, je dis tout. Vous avez accepté d'être notre invité ce soir à 17h20, c'est-à-dire moins de 2 heures avant le début de l'émission. Donc, sincèrement et vraiment, vraiment merci d'être avec nous ce soir. On va commencer par le sportif et après, on va commencer à parler, si vous le voulez bien, de la gestion du club par rapport au coronavirus. Le sportif, Colomiers est 6e de Pro D2, 4 matchs en moins. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est un bon début de saison ? Oui, c'est un bon début de saison. Par contre, c'est pas 4 matchs à moins, c'est 3. 3, mais pardon. bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. C'est pas mal. D'être dans les 6 aujourd'hui, qui est l'objectif du club de début de saison, d'être dans les 6 avec 3 matchs de retard, bon c'est pas mal. Hein. D'autant plus qu'on a 2 matchs à domicile quand même, avec un qui est vendredi prochain, et ensuite, donc, ça s'enchaîne. Donc voilà, c'est un bon début de saison. Hein. On s'est complètement loupé à Valence sur le premier match. Et puis après, on a enroulé des choses convenables qui ont fait un petit peu la continuité par rapport à la saison dernière. Justement, l'objectif de la saison, est-ce que c'est le maintien ? Est-ce que c'est la montée ? Pourquoi pas avec un esprit de revanche par rapport à la saison dernière ? On expliquera pourquoi tout à l'heure. Disons que non, c'est pas le maintien. L'objectif, c'est la qualification. Je ne dis pas d'être donc en tête comme la saison dernière. Bon, il y a 6 places qui sont qualificatives. Hein. Voilà, nous, c'est d'être dans les 6 et d'être dans la continuité de ce que nous avons fait. On a conservé une très très grosse partie, la totalité quasiment de nos éléments. Un peu de recrutement, de qualité, je crois. Et donc, voilà, nous, c'est d'être dans les 6. Et puis de la continuité, elle est, parce que oui, j'ai même cette année, il y a 16 ans que je suis président de Colomiers, mais c'est la première année que je garderai les maillots de la saison dernière. Donc on n'a pas refait les maillots, on a gardé les maillots avec les mêmes partenaires qui sont sur le maillot, que je remercie d'ailleurs, parce qu'on considère que la saison dernière, pour nous, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Le top 14, vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est un projet. Est-ce que c'est un projet à court terme, moyen terme, long terme ? On peut se poser la question quand on voit la saison dernière de Colomiers et la saison actuelle, enfin le début de saison de Colomiers. Disons que le top 14 n'est pas un objectif. Aujourd'hui, le top 14 de Colomiers a quelques encabures de notre grand voisin, illustre voisin, le Stade Toulousain. Bon, je veux dire, ce serait difficile à vivre longtemps, mais si les joueurs si les joueurs l'attrapent, le top 14, on va y aller. Mais ce n'est pas un objectif pour le club. Le club, il veut être un très très bon club de Pro D2. Il veut se qualifier pour les phases finales. Et si jamais un jour on arrive à monter, on va tout faire, les dirigeants, pour être avec les joueurs, avec le staff, avec nos actionnaires, pour essayer de boxer quelque temps dans ce top 14. Le top 14, pourquoi pas en fin d'année, en fin de saison. Il y a 3 matchs en moins, ça vous l'avez dit, vous m'avez même repris par rapport à ça et c'est très gentil. Comment on gère la situation par rapport aux matchs en moins avec le Covid-19 ? Comment vous, le président, vous gérez cette situation au quotidien ? Avec le staff, avec les joueurs ? Ouais, non, c'est une situation difficile. On est toujours, quand nous avons les tests, on est toujours anxieux de savoir. Donc, par exemple, demain matin, on les a fait assez de bonne heure. Donc, c'est à partir de 7 h du matin, le laboratoire qui vient à Colomiers pour faire les tests, pour qu'on puisse les avoir milieu d'après-midi, les résultats, par rapport à notre match de vendredi. Bon, parce que on veut qu'après-demain matin, on puisse donc avoir nos entraînements avec tout notre effectif, etc. Donc, on est toujours anxieux de ça. Est-ce qu'on va avoir un mec à choper le Covid ou pas, ou 2 ou 3 ? Parce que vous savez qu'à 3 cas avérés de Covid, le match est reporté. Parce que bien souvent, quand on a 3 cas de Covid, on a quelques cas de contact qui sont autour. Donc voilà, c'est une situation qui est très, très difficile à vivre pour nous, mais pour les coachs, même les joueurs, parce qu'on voit le match qu'on a fait à Carcassonne hier, ça faisait pratiquement un mois qu'on n'avait pas joué. Donc on a fait le match hier, mais on s'est entraîné qu'avant-hier, parce qu'on pendant 4 jours. Donc on avait des cas contacts, on n'a pas pu s'entraîner en groupe, donc c'est très très difficile à gérer. Mais on fait avec, il y a des choses qui sont... mais on râle bien sûr. Moi je ne suis pas satisfait, mais je me dis que c'est partout pareil.
Donc il faut faire avec et puis il faut regarder devant. Est-ce que le protocole sanitaire, vous l'estimez à la hauteur? Je m'explique, par exemple, pour le football, on prend les voisins du football, ce n'est plus 3 cas, c'est seulement s'il y a un effectif, par exemple, bon, le foot, tout le monde sait que ça se joue à 11 et pas à 15, mais s'il y a 13 joueurs, 14 joueurs disponibles, le match se joue. Est-ce que le fait d'avoir 3 cas sur un effectif d'une trentaine de joueurs en moyenne pour le rugby, c'est trop peu, trop risqué ou pas? Mais c'est le protocole qui a été établi par la Ligue. Bon, voilà, il a été discuté aussi avec les présidents. Et bon, c'est ce protocole-là. Bon, pour moi, il est trop dur. Hein, vous voyez, moi, je vous le dis. Mais bon, par contre, maintenant, il est là. Eh bien, il faut l'appliquer. Parce que aujourd'hui, la situation est tellement avec des turbulences qu'on ne peut pas être là en train de, en fait, entre guillemets, quoi, en train de critiquer quelque chose que nous avons mis en place, même si au départ, on n'était pas tout à fait donc on le trouvait très dur. Moi j'étais à 5 joueurs. Moi j'étais au lieu d'avoir 3 joueurs, on ne joue pas le match. Moi j'étais plutôt à 5. Vous voyez, donc voilà, bon ça c'est pas fait. Bon maintenant c'est comme ça, on continue. Ouais. Question d'un chroniqueur, Mehdi Guillonneau. Bonsoir. Vous avez parlé donc des protocoles Covid, de la situation sportive. Et qu'en est-il de la structure du club là avec ce Covid? On le sait, donc il n'y a pas de spectateurs, pas de partenaires non plus qui peuvent venir au stade. Jusqu'à quel point pourra pousser Colomiers face à cette situation et puis plus globalement le monde de la Pro D2, voire du top 14? Ouais. Disons que nous on a eu pour la saison dernière, parce que les saisons donc, vont de juin en juin, vous le savez. Donc, quand on a atterri, donc l'atterrissage de fin juin, on est arrivé à avoir des comptes même positifs. En fait, pourquoi? Parce qu'on a eu pendant 3 mois le chômage partiel. On a eu pendant 3 mois l'exonération totale de nos charges patronales. Donc, on est arrivé, en fait, à combler sur cette année. Bon, ça va être bien plus difficile. On attend le gouvernement aujourd'hui par rapport donc à ces jauges. Donc doit fixer une compensation. Vous avez dû entendre que c'était un montant de 110 millions d'euros pour la totalité des clubs professionnels, de toutes compétitions bien sûr confondues, basket, foot, hand, etc., rugby. Mais par rapport à ces 110 millions, on ne sait pas le montant qui sera attribué au rugby pro. Donc on est en attente de ça. Dans les jours qui viennent, on va le savoir. Donc bon, voilà, il faut que ce montant soit à la hauteur. Sinon, voyez, moi, de vous à moi, je tiens jusqu'à fin janvier, puisqu'on a eu un PGE. Voilà, mais après, au-delà, si on n'a pas d'aide, bon, la situation devient catastrophique. C'est ce que j'allais vous demander justement, jusqu'à quel point vous allez pouvoir tenir. Et est-ce que vous là personnellement, voilà comment vous le sentez? Est-ce que vous craignez vraiment que de nombreux clubs fassent faillite et que le rugby français soit complètement détruit, quoi? C'est sûr. Alors là, il y a deux catégories un peu dans le rugby pro. Il y a des clubs comme le top 14 qui sont bien plus impactés que nous, Pro D2. Vous avez des clubs aujourd'hui où la billetterie, partenariat représente 70-75% de leur budget. Et je vais citer La Rochelle, Bordeaux, Stade Toulousain, l'ASM ou d'autres. Donc voilà. Donc eux, ils sont encore plus impactés que nous. Quand on sait que sur des matchs, par exemple, je vais citer l'ASM qui perd pratiquement sur des bons matchs 700 000 euros par match, vous apercevez que ça ne peut pas aller loin longtemps, à moins d'avoir quelqu'un avec une fortune qui puisse faire l'échec. Mais ça ne pourra pas arriver. Le Stade Toulousain, il ne pourra pas tenir. Bordeaux, il ne pourra pas tenir. Nous, les clubs de Pro D2, bon, la billetterie est quand même moins importante. Bien sûr, on a des budgets plus petits, mais on est quand même moins impacté de ce côté-là. Par contre, il faudrait qu'on puisse avoir l'exonération totale de nos charges patronales, parce qu'aujourd'hui, on nous dit, vous jouez, ok, on joue parce qu'il y a la télé, parce qu'il y a des mecs chez eux, c'est bien de voir du rugby à la télé, mais dans le fond, nous, on joue, mais on prend rien. C'est-à-dire qu'on dépense et on rentre rien. Ça, je veux dire, bon, c'est un truc,
ça va pas pouvoir aller longtemps. Justement, Donc voilà. vous voulez l'arrêt du championnat, vous, par exemple, pendant le confinement? Est-ce que pour vous, président de Non. club et président de l'association des présidents de club, est-ce que vos collègues de présidents de club veulent l'arrêt du championnat justement pour attendre l'arrivée du public ou pas? Non. Non, pour plusieurs raisons. Il ne faut pas que le rugby disparaisse en quelque sorte des écrans radars. Le rugby, il faut qu'il soit toujours là. Il faut qu'on puisse, malgré tout, nos partenaires, les intéresser. Donc le championnat, il est là. Bon, bien sûr, il y a la télé sans spectateurs, c'est pas terrible. Mais il y a quand même une compétition. On ne peut pas avoir des matchs, entre guillemets, qui n'ont aucun intérêt, pas de montée, pas de descente, des matchs gigot-haricots, des matchs amicaux, ça ne va pas nous intéresser. Malgré tout, le championnat continue. Et nos droits télé sont toujours là. Aujourd'hui, vous arrêtez le championnat, vous perdez les droits télé. Que sur un club de Pro D2 aujourd'hui, bon, moi, je vais vous le dire, sur un budget de 8 millions d'euros à Colomiers, j'ai 2 millions d'euros de droits télé. D'accord ? Ouais. Donc ces 2 25%. millions d'euros, bon, mais il faut que je les perçoive. Si les contrats ne sont pas honorés, vous vous rendez compte, c'est un pourcentage extrêmement important de mon budget. Donc il faut que les championnats continuent. Parce que, voilà, on ne peut pas arrêter le championnat. Enfin, pour moi, toujours, il y a des avis différents, du mien, bien sûr. Et moi, je pense qu'il faut continuer le championnat, coûte que coûte. Merci beaucoup, Alain Carré, d'avoir été avec nous. Mais écoutez, avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Bonne continuation, bon courage pour la suite de la saison avec le Colomiers Rugby, en espérant que Colomiers... Maxime Brossard nous en parlera dans les Maxime Brossard nous en parlera bien évidemment. C'est bien ça. Maxime Brossard. Mon ami Maxime Brossard, j'ai décollé quand il démarrait. Moi, c'est vrai, c'est un de nos chroniqueurs. Alors c'est un de nos chroniqueurs. Il est absent là ce soir, voilà, mais il est là tous les lundis, donc on le saluera. Et voilà, c'est vrai que c'est un bon camarade. Ouais, super bien. Il écrit bien en plus. Il est très très bien et on lui passera le bonjour. Merci beaucoup en tout cas Alain Carré, merci beaucoup et bon courage pour la suite de la saison avec Colomiers. Messieurs, voilà, on a une petite anecdote sur Maxime Brossard. Il nous l'avait caché, surtout, il a vraiment joué au rugby. Et oui, c'est ça. Il a vraiment, c'est ça. Et il y a même aussi, on sent que Maxime Brossard côtoie Alain Carré, parce que Alain Carré a parlé de gigot haricot, qui est l'expression favorite de Maxime Brossard. Donc on le salue Maxime, on espère qu'il sera de retour avec nous la semaine prochaine. Merci messieurs, merci à Coraline à la réalisation, merci à Kevin également à la réalisation vidéo. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux toute la semaine, Facebook, Twitter et Instagram de Sportez-vous bien, et sur YouTube également. À lundi, bonne soirée.